Aimez-vous faire l'amour? Faites-vous cela tous les jours, une fois par semaine ou une fois par mois, ou jamais? Et lorsque vous le faites, est-ce que vous arrivez à jouir? Est-ce que vous prenez du plaisir? Est-ce que vous avez établi une connexion avec votre partenaire? C'est arrivé une disant... Je vais jouir. Est-ce que vous êtes satisfait ou satisfaite? Les réponses à ces questions sont évidemment très différentes en fonction des gens et surtout, elles sont très politiques. Si on observe les mouvements concernant notre sexualité ces dernières années, on constate de gros changements de société. Un quart des Français et Françaises initiés sexuellement n'ont pas eu de rapport sexuel au cours des 12 derniers mois. C'est 15 points de plus qu'en 2006. Et ils ne sont plus que 43% à avoir en moyenne un rapport sexuel par semaine, contre 58% en 2009. De plus, près d'une personne sur deux en France est insatisfaite de sa vie sexuelle. Alors, que se passe-t-il ? Selon la sexologue Margot Théroux, les causes sont multiples et les solutions pour pouvoir profiter pleinement de sa vie sexuelle, si on le souhaite, sont très nombreuses. Dans son ouvrage La Malbaise, elle raconte les origines de certains malaises, les violences faites aux femmes, bien sûr, mais aussi la culture patriarcale qui fait peser une pression énorme sur les femmes et sur les hommes. Son ouvrage parle de l'hétérosexualité et analyse les raisons de nombreux échecs, mais surtout des incompréhensions. Selon elle, si madame met des sous-vêtements sexy pour raviver la flamme et si monsieur regarde du porno pour remédier à un problème érectile, un problème qui touche un homme sur 3, cela ne suffit pas, en tout cas rarement. Elle invite à comprendre les grandes dynamiques qui traversent notre société pour mieux saisir ce qui se joue derrière les portes fermées et faire en sorte que toutes celles et ceux qui le désirent puissent avoir une vie sexuelle épanouie. Non, le sexe n'est pas nécessairement spontané. Il n'a pas pour vocation de tourner autour de la pénétration. Ce n'est pas non plus un espace à part. Les vies que nous menons à côté ont des conséquences immenses sur notre vie sexuelle. Non, nos fantasmes ne sont pas innés. Ils sont, eux aussi, très politiques, façonnés souvent par des imaginaires patriarcaux et invasifs. Et non, nous ne sommes pas condamnés à nous limiter à cette sexualité. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question parfois considérée comme frivole ou triviale, et pourtant éminemment structurante pour notre société. Comment mieux faire l'amour dans le cadre de l'hétérosexualité? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast. Margot Théroux, bonjour. Vous êtes sexologue clinicienne, co-animatrice du podcast Basium et vous avez écrit ce livre, La Malbaise, pourquoi nous faisons moins l'amour et comment réenchanter nos ébats aux éditions Payot. Alors, qu'est-ce qui déjà vous a poussé à écrire ce livre en tant que sexologue sur la sexualité et sur comment réenchanter nos débats? Alors, c'est marrant le lapsus, nos débats. Nos débats, oui. J'adore. Nos débats. Non, mais la sexualité est un débat, j'aime beaucoup. Je vais pas faire une analyse tout de suite. Pas tout de suite. Ça part en consultation. Pas tout de suite, s'il vous plaît. Pourquoi j'ai voulu écrire ce livre? En fait, parce que j'étais profondément énervée, si ce n'est agacée, par cette espèce de dissonance cognitive que je vivais quotidiennement entre ce qu'on me racontait en consultation, ce que mes amis me racontaient en parallèle, et aussi ce qu'on nous renvoyait de la sexualité. C'est-à-dire qu'entre les témoignages, tant dans la vie pro que la vie perso, versus ce que le monde nous renvoyait comme étant la normalité en matière de sexualité, ça a généré en moi une forme de colère. Je passe beaucoup de temps dans mes consultations à faire de la sexo-éducation, à reprendre des bases à expliquer, et je me suis dit ça suffit, il faut que le monde entier sache qu'il y a un vrai problème et qu'on malbaise tous. Oui, donc c'est de faire une sorte d'initiation un peu aux bases de la sexualité, aux problématiques qu'on peut rencontrer liées justement à ces représentations. Et ensuite, c'est vraiment tout un, je vais pas dire un mode d'emploi, mais en tout cas, c'est des conseils quand même très pratiques sur comment mieux faire l'amour, puisque c'est le titre de cette émission. En janvier 2024, 24% des Français initiés sexuellement n'ont pas eu de rapport sexuel au cours des 12 derniers mois. C'est un quart de la population, c'est 15 points de plus qu'en 2006. Et ils ne sont plus que 43% à avoir en moyenne un rapport sexuel par semaine, contre 58% en 2009. Donc les chiffres sont vraiment sans appel. Les Français font moins l'amour. Pourquoi ? Alors, s'ils faisaient moins l'amour, on pourrait dire que c'est uniquement parce qu'il y a une prise de conscience avec le consentement dans l'ère post-MeToo.
Sauf que quand on les met en parallèle avec d'autres chiffres, comme notamment le taux d'insatisfaction, qui est globalement de 35-40% chez les hommes et chez les femmes, on va dire tout le monde, on va dire globalement les hommes et les femmes sont d'accord sur le fait d'être insatisfaits, moi c'est ça en fait qui m'interroge. C'est-à-dire que j'ai entendu multiples de choses sur le fait que les Françaises et les Français faisaient moins l'amour, mais quand on le met en parallèle avec d'autres statistiques, avec notamment en parallèle la montée des masculins, c'est là en fait où je me suis dit il y a un problème et on est en pleine crise de la malbaise. Parce qu'on fait moins bien l'amour qu'avant ? On fait moins bien l'amour, on est moins connecté, on se pose peut-être moins la question du plaisir. On pourrait se dire avec la révolution féministe, au contraire, on va mieux être capable de s'écouter, on va mieux faire l'amour, et vous, c'est un constat opposé que vous faites. Oui, parce que en fait, finalement, la révolution féministe, elle a eu lieu sur le plan sociétal, mais aujourd'hui, je trouve que la sexualité, c'est encore l'angle mort de la révolution post-MeToo. C'est quelque chose en fait qui n'a pas encore été assez saisi, puisqu'il suffit de voir dans les pratiques, ou même de voir l'augmentation des mouvements masculins, même la recrudescence de la violence dans la pornographie, ça montre au contraire qu'on a plus tendance à s'écarter plutôt qu'à se retrouver. Et vous pensez donc que les gens sont moins satisfaits qu'avant au lit ? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, aujourd'hui, oui. Peut-être qu'ils en ont plus conscience aussi, plus d'attente. On va dire que les femmes, on va dire jusque récemment, se posaient pas la question. Donc la notion de satisfaction sexuelle, effectivement, elle était assez relative. Mais aujourd'hui, vu qu'on a le droit, parce qu'en fait, avant, on ne s'autorisait pas à penser la sexualité. C'était extrêmement tabou, on n'en parlait pas. Et puis la sexualité était uniquement à visée reproductive. Vu que désormais, on est plus dans une sexualité qui est récréative, donc tournée autour du plaisir, la notion forcément de satisfaction vient de pair. Et est-ce qu'on n'a pas aussi un changement dans les sondages ? Peut-être qu'avant, on s'autorisait moins à dire qu'on ne faisait pas l'amour dans le cadre... Puisque tout ça, c'est du déclaratif. Oui, bien sûr. Évidemment, de toute façon, je le dis dans l'essai, tout ce qui est dit en matière de sexualité, c'est toujours apprendre avec des pincettes. Et c'est pour ça que je parle un petit peu de chiffres, mais que je ne m'appuie pas que dessus. Je m'appuie sur ce que j'entends, sur ma pratique, parce qu'en fait, c'est très dangereux. Et finalement, les chiffres, on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut. On peut se demander si c'est un problème que les personnes fassent moins l'amour, que les Français fassent moins l'amour, puisqu'il y a visiblement plein de personnes que ça dérange pas. Vous donnez des chiffres, 69% des femmes et 48% des hommes ne vivent pas difficilement l'absence de rapports sexuels dans leur couple. Ouais. Effectivement, on pourrait se poser la question, mais comme je dis, ces chiffres pris seuls annoncent une forme de vérité. Mais quand on les met en parallèle, pourquoi ça ne les dérange pas ? C'est peut-être aussi parce que la sexualité, elle est pas top, et donc forcément, on n'a pas très envie d'y aller quand c'est pas dingue, quoi. Alors, parmi les causes qui font que on fait pas beaucoup l'amour, en tout cas peut-être moins l'amour, et surtout parmi les causes de cette insatisfaction qui est vraiment importante. Alors vous donnez les chiffres de l'IFOP pour l'Observatoire européen de la sexualité féminine qui nous apprend que 35% des Françaises, donc plus d'un tiers, sont insatisfaites de leur vie sexuelle actuelle, et d'autres chiffres qui viennent de chez Q1 nous disent que ce sont 40% des hommes, donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a une insatisfaction générale de la sexualité, et vous dites que c'est notamment lié à des clichés sur la sexualité qu'on va entreprendre de déconstruire un peu aujourd'hui. Alors, je les cite, vous en faites toute une liste au début. Premièrement, les hommes pensent tout le temps au sexe. Deuxièmement, les filles qui portent des jupes courtes sont des filles faciles. Les garçons ont plus de besoins sexuels que les filles. L'homme propose, la femme dispose. Les femmes ont besoin d'être amoureuses pour faire l'amour. Plus le pénis sera long, plus le rapport sera réussi. Une femme qui a beaucoup de désir est une nymphomane. Un homme qui n'a pas de désir a un problème. Les femmes ont besoin de douceur dans un rapport sexuel. Quand une femme s'habille sexy, c'est pour plaire à un homme. Quand elle dit non, ça veut dire oui. Alors, évidemment, quand on lit cette liste de clichés un peu comme ça paraît un peu exagéré, un peu gros. Est-ce que c'est ce que vous constatez dans votre cabinet, que effectivement, les Français, pour beaucoup, adhèrent encore à ces clichés ? Ouais, en fait, c'est ce qui est hyper intéressant, c'est que les clichés mis sur le papier, ça fait mal, même moi, de les entendre là, ça fait ouf, j'ai mon cœur en miettes. Pourtant, il m'arrive très souvent d'avoir des personnes qui viennent et qui me disent, un couple hétéro, monsieur, a moins de désir que moi, et donc du coup, il y a un problème. Est-ce qu'il n'a pas un problème psychiatrique ? Enfin, on rentre tout de suite dans le champ lexical de la psychiatrisation. Ou alors, ce qui est très drôle, c'est qu'effectivement, il y a ces clichés de, elle a plus de désir, donc du coup, elle m'aime plus. Ou il a plus de désir, ou alors il me trompe, ou alors elle a de nouveau du désir alors qu'avant elle en avait plus, donc elle a un amant.
En fait, c'est comme si finalement la sexualité n'était pas dépendante des personnes et qu'il y avait une cause toujours très pathologisante derrière ça. Et encore une fois, ça fait partie des motifs de consultation. Alors, ça va pas être dit de but en blanc comme ça, mais en creusant, par exemple, sur une dissonance de désir où monsieur a moins de désir que madame, en fait, en creusant, elle va dire « bah oui, mais moi, ça me gêne, ça me renvoie à un truc que j'aime pas ». Parce que, et là, le mot est dit, c'est pas normal que j'ai plus envie que lui. Et donc, à partir du moment où le mot normal est dit, on souffle un peu, on se dit, c'est quoi finalement la normalité? Et la consultation se transforme en débat philo. Voilà. Et en fait, non, mais ce que vous expliquez, c'est qu'on a vraiment collectivement intégré des clichés sur la sexualité qui sont encore très présents en 2025 oui. et qui entravent notre capacité à faire l'amour et à prendre du plaisir et à être satisfait de nos vies sexuelles. Oui, tout à fait. Il y a le Haut Conseil à l'égalité, donc je cite énormément dans le livre, met en avant le fait qu'il y a 47% des jeunes garçons qui s'attendent à ce que la femme ait un acte de violence dans la sexualité parce que les femmes aimeraient supposément la violence et être soumises et tout ce narratif véhiculé par la pornographie, on en parlera peut-être après, mais encore aujourd'hui, ces stéréotypes ont la vie dure. Voilà, il y a 73% des femmes et 59% des hommes, toujours selon le rapport du HSE, qui adhèrent à la croyance que par nature, le mot est quand même fort, les hommes ont plus de besoins que les femmes. Et ça, c'est pas vrai? C'est faux, c'est complètement faux, c'est une construction. En fait, ce que j'explique, c'est qu'on est tous faits pareil. Tout part finalement dans l'accueil qui va être fait des désirs. C'est-à-dire que le désir des femmes va être opprimé, interdit, tabou. Il suffit de regarder les cours d'éducation à la sexualité. Soit vous tombez enceinte et le malheur du monde, soit vous chopez le VIH et c'est le malheur du monde aussi. Le plaisir est grand à bon absent. Et chez les hommes, ce désir est encouragé. C'est un rite d'initiation. La masturbation fait partie un peu des boys clubs. Il y a des jeux autour de la masturbation à celui qui jouit le plus vite. Il y a même le jeu de la biscotte. Bref, j'en parle pas. On va pas en parler. On a un peu une idée de ce que c'est. Et en fait, finalement, ce rapport différencié à la sexualité va entraîner des rapports différenciés au désir et donc à son expression. Mais donc, biologiquement, on n'est pas du tout différents, les hommes et les femmes, en fait, sur le plan, on a autant de désirs. On a autant de désirs, en fait. Génétiquement, en fait, on a de la testostérone qui va être un des facteurs responsables du désir, mais qui n'est pas le seul facteur responsable. Tout ne s'explique pas. Il y a eu cette idée qui a perduré jusqu'à la fin des années 90, en disant que les hommes avaient des pulsions et les femmes avaient des besoins. Et que les femmes, elles avaient besoin de faire l'amour. Mais le problème, c'est que ces idées-là, en fait, ils ne se basent sur rien, si ce n'est qu'un prisme genré de la sexualité. Voici quelques chiffres qui permettent de mettre un peu en perspective nos sexualités en France. En 2023, l'âge médian en premier rapport sexuel est de 18,2 ans pour les femmes, donc 18 ans et 2 mois. Les femmes de 18 à 69 ans déclarent en moyenne 7,9 partenaires sexuels au cours de leur vie en 2023, une augmentation par rapport aux 4,5 partenaires en 2006. Donc on a quasiment quand même doublé le nombre de partenaires sexuels au cours d'une vie. Du côté des pratiques sexuelles, 72,9% des femmes de 18 à 69 ans déclarent avoir déjà pratiqué la masturbation en 2023 contre 56% en 2006. 84% des femmes déclarent avoir déjà pratiqué la fellation en 2023 toujours. 87% d'entre elles ont déjà pratiqué le cunnilingus. Et 39% d'entre elles déclarent avoir déjà pratiqué la pénétration anale. Et à propos de l'activité sexuelle des femmes, 77% des femmes de 18 à 69 ans déclarent avoir eu une activité sexuelle avec un partenaire au cours de l'année. Et la fréquence des rapports sexuels dans les 4 dernières semaines a diminué, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, passant de 8 à 6 en 2023, donc en 30 ans. Comment est-ce que vous interprétez tous ces chiffres? Qu'est-ce que ça dit de la sexualité féminine? C'est hyper intéressant parce qu'effectivement, il a fallu que je ne sois pas prise par mes propres biais quand j'ai vu tous ces chiffres et que j'ai essayé de les mettre en mots. Plusieurs choses assez positives. Bon, déjà, il y a une augmentation de la masturbation et moi, je suis très contente. C'est un chiffre qui peut paraître anodin, mais qui, pour moi, on veut dire beaucoup. Il y a un terme que j'ai pas dit dans le livre, mais que j'aimerais peut-être populariser, c'est l'espèce d'autonomisation sexuelle ou l'indépendance sexuelle. Dans cette idée que les femmes sont objets de plaisir, elles s'oublient et en fait, la première chose à faire, c'est se découvrir soi, c'est connaître son corps. Et cette augmentation qui est assez frappante entre 2006 et 2023 de la part de la masturbation chez les femmes, ça montre qu'en fait, elles ont envie de se donner du plaisir et elles sont connectées à leur propre corps. Et donc ça, c'est quelque chose c'est une assez bonne nouvelle.
Et que les pratiques sexuelles se diversifient également, est-ce qu'on pourrait dire ça? Oui, voilà. Alors après, c'est toujours un peu, je suis toujours un peu méfiante parce que est-ce que cette augmentation des pratiques, notamment, je pense à la sodomie, c'est pas juste du déclaratif. Oui, voilà, il y a toujours ce côté déclaratif, le fait de vouloir bien se faire voir en interview et de passer pour la meuf cool, hein, entre guillemets, ou le mec cool, hein, mais les deux. Et puis il y a aussi, est-ce qu'il y a l'influence de la pornographie qui est venue démocratiser notamment les fellations, l'éjaculation faciale, l'anal. Est-ce qu'elles le font? En fait, derrière ça, il y a aussi, il n'y a pas la question du consentement. Elles le font donc, mais il n'y a pas la question de est-ce qu'elles ont pris plaisir à le faire. Voilà. Mais justement, on va parler du sexisme, qui quand même est un des grands biais, parce qu'on parle des rapports hétérosexuels dans cette émission. Un des très grands vecteurs d'insatisfaction sexuelle, c'est ce que vous décrivez tout le long du livre, c'est le sexisme intégré chez les femmes et chez les hommes, qui mène à ce que vous appelez le script sexuel, qui n'est pas du tout fait pour que les femmes puissent prendre du plaisir. Et les hommes aussi, vous, ce que vous dites, c'est que ça freine énormément de choses. On va commencer par ce que vous avez commencé à évoquer, c'est le fait que les femmes soient avant tout des objets. Et qu'elles-mêmes voient leur propre corps de cette manière. Il y a cette phrase du critique d'art John Berger en 1972 qui écrit « Les hommes regardent les femmes alors que les femmes s'observent en train d'être regardées ». Pour vous, c'est ça aujourd'hui la place de la femme dans le rapport sexuel hétérosexuel ? Tout à fait. Vous avez mentionné la notion de script érotique et moi j'aime bien la simplifier en expliquant qu'en fait c'est entrée, plat, dessert. Donc c'est préliminaire, pénétration, éjaculation. Et ce script-là, il a été nourri par la pop culture et du coup les femmes et les hommes vont respecter ce script-là sans se poser une seule fois la question du plaisir. Et donc, vu qu'on va être dans une espèce de répétition, de comédie, de théâtre humain, la commedia dell'arte humaine de la sexualité, désolée pour les critiques littéraires, en fait, on va jamais faire preuve de métacognition et se dire est-ce que je le fais parce que j'ai envie de le faire ou est-ce que je le fais parce qu'il faut que je le fasse. Mais vu que les femmes ont intériorisé l'idée qu'elles doivent faire plaisir depuis qu'elles sont petites, en fait, elles vont pas se poser la question. Elles vont jamais se poser la question de est-ce qu'elles le font par réel désir. Donc c'est exactement, pour reprendre la métaphore de Maya Mazorette qui avait écrit ça dans un de ses livres, c'est comme si on mangeait exactement la même chose tous les jours alors qu'on pourrait avoir tout un tas de diversité de nourriture. Quand on parle du rapport sexuel, déjà on a tendance à l'écrire au singulier et c'est plutôt ça. Alors qu'on pourrait imaginer des masturbations partagées, alors qu'on pourrait utiliser des costumes, des sextoys, des massages, il y a plein de choses à faire. Et c'est sûr qu'ensuite les gens ils viennent se plaindre d'avoir fait le tour de la sexualité, de s'ennuyer un peu en couple. Mais si on fait toujours la même chose, comment ne pas s'ennuyer? Et si on mange au McDo tous les jours, évidemment qu'on va s'ennuyer. Oui, c'est ça en fait. En fait, on mange aujourd'hui un gratin de pâtes qui est très bon en demeurant. En fait, on se pose pas déjà la question que si ce gratin de pâtes, on l'aime vraiment, quoi. Et alors, vous le décrivez, un élément qui a changé la donne ces dernières années, c'est l'irruption de la pornographie qui s'est généralisée. Qu'est-ce que ça change à nos rapports sexuels? Quel impact ça a? Alors, en introduction, je veux préciser que je ne suis pas contre la pornographie, mais je suis contre l'industrie pornographique. Et or, aujourd'hui, la pornographie est majoritairement représentée par l'industrie, c'est-à-dire les gros sites de streaming où on trouve des vidéos où, dans la majorité des cas, je ne sais pas si les personnes étaient très consentantes à ce qu'elles soient filmées. Le problème de la pornographie, c'est un peu comme montrer la télé à des enfants avant moins de 3 ans. Ça vient pourrir leur imaginaire. C'est-à-dire que quand on montre, je sais pas moi, des dessins animés à un enfant, il y a des études qui ont montré que ça allait influencer sa capacité cognitive, ça le fait de savoir dessiner, etc., son imaginaire. Eh bien, c'est la même chose, en fait, en matière de sexualité. C'est-à-dire que la pornographie, l'industrie pornographique va mettre des images en tête, va nous présenter des choses qui ne sont pas normales, ou en tout cas qui ne sont pas communes, comme étant quelque chose de normal. Il y a une banalisation de la violence. Vous pensez à quel type de pratique ? Je pense surtout, en fait, tout ce qui va être gangbang, éjaculation faciale, violence, par exemple, frapper son ou sa partenaire lors des rapports sexuels. C'est quelque chose qui peut être très chouette, mais quand c'est choisi à deux, quand c'est consenti, quand c'est encadré. Banaliser un acte de violence en matière de sexualité, c'est quelque chose qui, pour moi, en fait, ça me rend folle, en fait, parce que j'ai des personnes en consultation qui viennent détruites à cause de ça. Comment vous le voyez ? Comment je le vois ? En fait, j'ai des personnes qui sont traumatisées, qui ont commencé leur rapport sexuel à 17-18 ans, qui ont fait de la sodomie parce qu'elles ont vu sur Internet, il et elle, les personnes, je dis elles pour les personnes, mais il et elles ont vu que c'était quelque chose qui était totalement normal, qu'ils ont fait des actes comme de l'éjaculation faciale, etc., sans se demander un seul instant si c'est ce qu'ils avaient envie de faire. Mais si on me le montre à la télé, c'est que forcément, ça doit être bien.
Enfin, on le montre à la télé. Enfin, la télé à l'écran, quoi. On le montre sur la pornographie, en tout cas. Et puisqu'on parle de la télévision, justement, il y a tout un chapitre qui est consacré aussi à la pop culture. Ouais. On en avait déjà parlé sur la manière dont la pop culture, avec Loïc Thibault, pouvait façonner nos relations amoureuses et donc nos relations aussi sexuelles la plupart du temps. Et vous rappelez qu'il y a là aussi, alors c'est pas comme de la pornographie, évidemment, c'est pas montré de la même manière, mais il y a ce script qu'on nous apprend avec, effectivement, des préliminaires qui seraient d'ailleurs souvent rapides, puis, ce qui est d'ailleurs appelé des préliminaires, ce qui en soi est déjà un choix, ce qui est déjà un problème, puis un acte pénétratif qui n'est quasiment jamais absent, qui a un espèce de passage obligé, puis la jouissance, alors soit des deux, souvent on va nous présenter ça comme le facteur de jouissance des deux, ou de l'homme, et ça fait beaucoup de mal aux imaginaires en dehors de la pornographie. Ouais, tout à fait. En fait, moi, il y a une partie dans l'essai qui s'appelle Pop Culture, influenceuse mascu. J'en suis très fière parce qu'en fait, c'est pas du tout. En fait, on l'attendait pas du tout. Alors bien sûr, il y a des autrices et des réalisatrices comme Olivia Gazalet, des philosophes qui parlent de ça, mais c'est quelque chose qui n'est pas assez dit. C'est que la pop culture, effectivement, on peut la penser vierge de toute mauvaise intention, sauf qu'en réalité, elle aussi est imprégnée de ce male gaze, donc de ce regard masculin sur comment on doit désirer et qui on doit désirer. Et comment, par voie de conséquence, le désir peut s'exprimer dans la sexualité. Et quand on regarde tous les films, il y a des choses hyper anodines. Pirates des Caraïbes, Star Wars, je parle de Indiana Jones, enfin... This is not my idea of a swell time. Excuse me, sir. I need a guide to Delhi. If you could show me the way... Il n'y a rien qui va, en fait. Quand on prend ce pas-là, attention. Pourquoi, selon vous ? Parce que tout est centré autour du plaisir masculin. Donc, comment ça se manifeste ? Comment ça se manifeste ? Ça veut dire qu'elle va être... En fait, la femme, elle est tout le temps passive. J'ai pas en tête, ou en tout cas, après, j'ai pas une grande culture cinématographique, mais je veux dire, de ce que je vois, de ce qu'on observe, on n'a pas de beaux personnages féminins désirants, mais qui ne soient pas stéréotypés. Typiquement, à chaque fois qu'une femme va avoir du désir, dans la pop culture, on va lui faire payer. Typiquement, Samantha dans Sex and the City, parce que là j'ai vu que vous avez fait le revival, elle a une vie sexuelle décadente, mais en même temps on la voit souvent pleurer parce qu'elle est seule. Oh Carrie, it doesn't matter how much you have. If you don't have a guy who cares about you. Il y a cette espèce de... un cancer après. Quoi ? Puis elle a un cancer après. Voilà, donc en fait on lui fait payer. Non mais je veux dire, il n'y a pas d'image de belle femme désirante où il n'y a pas de contrepartie, ou en tout cas une forme de misérabilisme dans le tournage et dans la vision. Et ça, comment ça impacte le désir des patients et des patientes que vous recevez en consultation ? Mais alors justement, par rapport à ça, j'ai un exemple hyper concret. Parfois, j'ai des femmes qui viennent me voir, effectivement, qui me parlent de... J'en ai une en tête là, qui viennent me parler de cette décalage de désir par rapport à leur partenaire masculin. Et elle me dit, moi, je voudrais avoir du désir. Et donc, je lui dis, d'accord, on va travailler sur ça. Et en fait, au fur et à mesure des semaines, je me rends compte que elle va plus spontanément vers son partenaire, ou elle fait plus d'actes pour prendre soin d'elle, ou elle se masturbe un peu plus. Donc, le désir revient. Et elle me dit, mais je suis pas contente. Je lui dis, mais pourquoi ? Elle me dit, parce que le désir, ça doit être un truc qui nous prend aux tripes et qui nous bouffe et qui nous donne vraiment envie de faire du sexe avec l'autre. Et je lui dis, mais oui, ça peut arriver, mais il y a plusieurs manifestations du désir, ça va dépendre de comment vous vous sentez. Enfin, je lui dis, mais où est-ce que vous avez vu ça ? Elle me dit, quand on voit dans les films, la femme, quand elle a du désir, c'est limite animal. Et là, j'ai fait, ok, on va relire le chapitre sur la pop culture. Non, je rigole, je dis pas ça. Je dis, non, mais en fait, vous voyez, dans les films, le désir des femmes, il est exagéré. En fait, c'est soit elles ont un désir dévorant, presque bestial, animal, ou soit en fait on est sur Sex and the City, c'est l'exemple parfait, sur des femmes un peu prudes qui osent pas trop. The key to my success has been in identifying talented individuals and harnessing their efforts. So you're a control freak? Oh, I exercise control in all things, Miss Steele. Et en fait, on n'a pas d'entre-deux de femmes qui vont avoir une vie sexuelle qui va leur correspondre, mais sans être dans des clichés. Mais c'est une vision qu'on a, homme ou femme, du désir. Oui. Et d'ailleurs que vous démontez dans le livre. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit le désir comme quelque chose qui vient de nulle part, qui nous traverse. Un feu. Un feu intérieur qui fait qu'on ne pourrait plus faire autrement. C'est même régulièrement mobilisé dans les affaires de tromperie, en disant ça m'a complètement consumé, je pouvais pas faire autrement. Et vous dites, c'est plus compliqué que ça, c'est pas que ça le désir. Non. Ça existe, mais c'est pas que ça. En fait, le
désir est multiple et globalement, pour synthétiser, il y a 2 types de désirs. Il y a un désir réactif et un désir spontané. Le désir spontané, c'est vous avez du désir, vous êtes face à votre partenaire ou n'importe qui, enfin peu importe, et vous sentez vraiment en vous, mais ça peut être très doux, que vous avez envie d'aller vers elle et vous avez envie de quelque chose avec elle. Et c'est important de préciser que le désir, on a envie de quelque chose. On a peut-être envie d'un baiser langoureux, on a peut-être envie de sexe oral, digital, anal, de pénétration, mais on sent qu'on a envie. Mais c'est pas spécialement de pénétration. Ça, c'est important. Et ensuite, on va avoir le désir réactif, où, et c'est là, c'est hyper, il faut faire très attention, parce que la question du consentement, elle est centrale là-dedans, c'est qu'on n'a pas spécialement, on ne serait pas allé naturellement vers la personne, mais que si la personne vient vers nous, on se dit, tiens, pourquoi pas ? En gros, c'est comme si il est midi, et là, en fait, vous vous dites, j'ai trop envie de sushi, et il y a quelqu'un avec vous qui dit, viens, on se fait des sushis. Et là, vous partez manger des sushis. Là, on est sur un désir spontané. Un désir actif, vous savez que vous avez faim, mais vous savez pas de quoi, vous hésitez, et puis vous savez pas trop, vous êtes indécise. La personne vous dit, est-ce que ça te dirait de manger japonais ? Et là, vous dites, ah ouais, super. Ça, c'est un désir actif. Et l'absence de désir, c'est, viens, on va manger japonais, et vous dites, ah non, j'ai vraiment pas envie. Votre partenaire insiste, allez, s'il te plaît, viens, on y va, et vous dites, non, vraiment pas. Et là, on est sur l'absence de désir. Voilà. Métaphore à lui-même. Non, mais c'est très important, puisque là, vous me permettez de parler de la question du consentement, qui là aussi est centrale, et puis explique, ça a été même une des premières choses que vous avez évoquées dans l'entretien, c'est qu'il y a eu une modification de notre rapport au consentement pour le rapport sexuel. C'est pour le coup quelque chose quand même dont on parle de plus en plus dans les médias. Et alors là, vous donnez les chiffres d'une étude qui nous disent qu'à la question « Vous est-il arrivé d'avoir des relations sexuelles pour faire plaisir à votre partenaire sans en avoir envie ?» 1,8% des hommes en couple répondent que oui, contre 8% quasiment des femmes en couple. Et 3,8% des hommes célibataires répondent que oui, contre 12,1% des femmes célibataires. Donc dans tous les cas, célibataires ou en couple, à chaque fois, les femmes sont sont plus de 2 fois plus nombreuses à avoir des rapports sexuels dont elles n'ont pas envie pour faire plaisir à leur partenaire. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est dramatique, mais parce qu'en fait, elles ont envie de leur faire plaisir. Pourquoi les hommes n'ont pas envie ? Parce de la même manière, visiblement. Parce que, de manière générale, on va partir sur Bourdieu, mais dans la façon dont les femmes sont éduquées, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand on regarde l'éducation à la sexualité, les femmes, on leur présente la sexualité toujours dans un rapport à l'autre. Parce que si elles tombent enceintes, c'est forcément qu'elles sont dans une pénétration. Si elles chopent le VIH, sauf cas exceptionnel, mais bref. Mais de manière générale, en sexualité, c'est par un rapport pénétrant. Dans la sexualité, chez les femmes, il y a toujours la notion d'altérité. Là où chez les hommes, il y a un tel focus qui est fait sur leur propre plaisir. La sexualité fait tellement partie de leur identité, comme étant un des piliers, comme le sexe, le pouvoir, l'argent, ces 3 piliers fondamentaux, parce que voilà, c'est la définition de la virilité, que en fait, forcément, il y en a un, en fait, la sexualité fait partie de son identité, et donc en fait, c'est quelque chose, il sait qu'il lui fait du bien, même quand on regarde le rapport, sans mauvais jeu de mots, à la masturbation, qui est intégré dès la plus tendre adolescence. Là où chez les femmes, vu qu'on leur présente la sexualité comme un rapport à l'autre, elles savent qu'elles doivent toujours prendre en compte les besoins de l'autre. Plus la société qui leur dit qu'il faut qu'elles fassent plaisir aux autres et blablabla. Un truc tout bête, mais quand on regarde chez les petites filles qui ont 2-3 ans et on leur dit fais un bisou pour dire merci, mais en fait, à quel moment un acte de politesse doit arranger... Et on le dit plus aux petites filles qu'aux petits garçons. Ouais. Et on dit plus aux petites filles qu'un petit garçon parce qu'en fait, il y a cette idée de don de soi, de corporalité dans l'échange à l'autre. Donc là, c'est effectivement de la sociologie du genre, mais qui a un impact aussi encore aujourd'hui, en fait, à l'âge adulte, sur toutes nos sexualités. J'aimerais qu'on continue à parler du rapport qu'on peut avoir en fonction du genre, notamment à son corps, parce que là, c'est très genré. Vous expliquez que les femmes vraiment se définissent par rapport à leur corps, beaucoup plus que les hommes. Ouais. Comment ça se manifeste ? Parce que en fait, pareil, si on reprend la socio, quand on regarde des petits, moi je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et je le vois autour de moi, j'observe autour de moi surtout entre les petites filles et les petits garçons. On va les valoriser sur leur corporalité, on va leur dire t'es jolie, t'es belle, on va pas leur donner des qualificatifs de t'es forte, t'es brillante, à part chez les parents déconstruits. Enfin, il y a des études qui ont prouvé qu'à partir autour de la préadolescence, donc vers 10-11 ans, alors on sort un peu, mais les jeunes filles perdent totalement confiance en elles en fait. Parce que c'est pile au moment où la préadolescence arrive, où le corps se bouscule, et donc en fait, ce micmac-là fait que très jeune, on est, moi la première, attention, je m'exclus pas du tout, mais nous sommes éduqués à nous voir que comme un corps. Et ça a quelles conséquences sur la vie sexuelle ? Comment ça se manifeste dans un rapport sexuel ?
les conséquences des femmes à ne se voir que comme un corps fait qu'elles vont surinvestir leur corps, mais en faisant des choses avec notamment la charge esthétique. C'est-à-dire que, pardon, je vais être un peu vulgaire, mais quelle femme sur Terre aime avoir des bandes de cire chaude sur la vulve et sur autour de l'anus, communément appelé le sif. Le sillon interfessier. Le sillon interfessier. Mais pourquoi ? Parce que la pornographie, on y revient, a mis en tête que une belle vulve, c'était une vulve imberbe de poils. Ça pose des questions sur... Bref. Ça, vous le voyez beaucoup. C'est une pratique commune de par exemple, faire ce qu'on appelle l'épilation intégrale ou l'épilation brésilienne. Alors, je ne le vois pas, mais effectivement, elles me le disent. C'est-à-dire que... je troll. On va regarder dans Désolée Salomé. C'est pour la blague, c'est pour détendre l'atmosphère. Je suis détendue, c'est bon. C'est-à-dire qu'elles vont investir du temps. Donc en fait, elles vont passer 1 heure chez l'esthéticienne toutes les 3 semaines pour se faire épiler les poils de la fouffe et à peu près du reste du corps, de l'argent. Elles vont penser à comment elles vont s'habiller, elles vont investir de l'argent dans la lingerie. Moi, un des premiers trucs qu'on me dit en consultation, on dit alors on a tout essayé, on a acheté de la lingerie. Et la lingerie, c'est pas bien ? Alors ça peut être très très bien, il n'y a pas la notion de bien et de mal, mais vous voyez, ça montre en fait que finalement... quand on a des difficultés dans sa vie sexuelle, on va d'abord prendre ça par l'approche de la corporalité. De la femme. De la femme. Sauf qu'en fait, moi j'ai envie de dire, il y a des fois je suis un peu provoque quand il y en a qui me la regardent et qui me disent non mais c'est elle le problème, elle a moins de désir. Je leur dis mais attendez, pour désirer il faut que ce qui est en face ça soit appétissant en fait. Et vous qu'est-ce que vous faites pour que ça soit intéressant? C'est une manière potentielle de relancer le désir dans un couple, c'est de prendre soin de soi physiquement. Oui, mais il n'y a pas que ça. Mais ce qui est surtout important à voir, c'est qu'en fait la question de différence de désir, elle concerne les deux. En fait, on a tendance à pathologiser, à fustiger les femmes, à dire c'est de ta faute, dans les écarts de désir classiques où il y a l'homme a plus de désir que la femme. Mais en fait, en réalité, l'absence de désir, ce n'est ni plus ni moins que la résultante d'un problème autour de la sexualité qui va inclure un problème de communication, de désirabilité de soi, de son partenaire, de charge mentale, et de toutes ces choses. Et il y a cette question du script sexuel, on l'a dit un peu plus tôt, mais cette pénétration dont on parle de plus en plus. Pourquoi est-ce que c'est un problème qu'on ait des rapports centrés autour de la pénétration, sachant qu'aujourd'hui, l'essentiel des rapports sexuels des Français sont encore tournés autour de la pénétration, au sens où ils ne peuvent pas se passer à un moment d'un rapport pénétratif? Alors, il y a 2 choses. Déjà, chez les femmes, il faut savoir qu'il y a que 6% des femmes qui prennent du plaisir par pénétration vaginale, que ce soit doigt, sextoy ou pénis. C'est-à-dire prennent du plaisir Qu'elles ont un orgasme. Qui ont un orgasme. Qui ont un orgasme, pardon. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a 94% des femmes qui ne jouissent pas par pénétration vaginale. Et chez les hommes, parce que, encore une fois, on est tous et toutes victimes de la malbaise, et les hommes aussi, ça c'est important de le rappeler, il y a, 1/4 des hommes avant 40 ans qui ont des troubles érectiles, communément appelés une panne. Entre 40 et 50, ça augmente à 40%. Et à partir de 50 ans, c'est facile, c'est 50%, il y a 1 homme sur 2 qui a des troubles érectiles. Donc en fait, on a d'un côté des nanas où il n'y en a que 6% qui prennent du plaisir par voie vaginale, et de l'autre, des hommes qui sont sujets fortement, le temps avançant, à des troubles érectiles. Et donc, dans tout ça, on met la pénétration en disant que c'est vraiment le meilleur truc. Mais c'est une erreur. C'est une aberration complète. C'est-à-dire que y a une phrase de Martin Page que j'aime beaucoup, qui a écrit Au-delà de la pénétration. Il dit « Si les hommes et les femmes s'écoutaient un peu plus, les femmes seraient moins pénétrées et les hommes un peu plus. » Oui, alors effectivement, ça peut être une pratique... le plaisir anal, l'orgasme prostatique, bref. Et donc, on en arrive à une situation que vous décrivez, je vous cite. « Pendant les rapports, les femmes vont ainsi scruter le moindre bout de tissu adipeux qui dépasse, veiller à ne pas faire trop de bruit pour éviter de ressembler trop à une actrice porno, se demander si leur partenaire prend du plaisir, si elles font les choses correctement. Bref, tout sauf être dans l'instant afin de pouvoir ressentir du plaisir. La pression du regard des autres et l'absence d'estime d'elles-mêmes les contraignent à la vigilance permanente pour être en toutes circonstances une bonne meuf et une meuf bonne. » Là, c'est un peu le résumé de tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'à la fin, les femmes ont plus que les hommes des difficultés à être dans l'instant présent. Tout à fait, parce qu'effectivement, tout ce qu'on vient de dire, c'est que les femmes ont construit leur plaisir et leur sexualité dans le regard de l'autre, en répondant à des codes qu'elles ont intériorisés comme étant la normalité, en faisant des choses comme elles ont pensé, mais sans jamais faire preuve de métacognition et de se dire « Est-ce que je fais les choses parce que ça me fait plaisir ou je le fais parce qu'on m'a appris à le faire ?» Mais vu que tout le monde parle de la sexualité comme étant quelque chose de naturel, en fait, on n'ose pas la remettre en question. Et là, j'aime bien citer une de mes amies, Diane Dersvart, avec qui on co-anime Basium, elle dit « La sexualité est innée, mais le sexe s'apprend. »
la sexualité reproductive est quelque chose d'instinctif, de biologique. Par contre, et encore pas chez les personnes asexuelles. Par contre, le sexe, tel qu'on le pratique aujourd'hui, en fait, on nous a mis des trucs en tête, mais qu'il faut absolument sortir. Pour rester dans la métaphore alimentaire, parce qu'on y est, aujourd'hui, la pénétration, effectivement, c'est le plat principal, alors que pour moi, la sexualité, c'est un apéritif dînatoire. Tout se vaut, mais ça dépend de nos envies du moment. Mais faut-il encore être connecté à ça ? Donc là, le constat que vous venez de dresser, c'est celui du titre du livre. C'est la malbaise, c'est le fait que beaucoup de personnes, la majorité des gens, ont des sexualités qui sont insatisfaisantes et qui surtout pourraient être vraiment améliorées de manière simple. Et pour ça, la première chose, c'est déjà de détruire les représentations, si je résume ce que vous avez dit. Enfin, détruire, évidemment, dans l'imaginaire, mais d'ouvrir en tout cas le champ des possibles et d'en parler aussi et d'admettre ça sans que ce soit une honte, puisque entre ce qu'on voit dans les films et ce que vous voyez en tant que sexologue dans votre cabinet, c'est quand même, il y a une très grande différence. Et effectivement, au-delà de la question de la consultation, on peut penser aussi à des discussions que tout un chacun peut avoir avec ses proches et constater qu'il y a beaucoup effectivement, de cette insatisfaction sexuelle à laquelle on peut remédier de manière assez simple. Et c'est tout l'intérêt de votre livre. Hein. Le sous-titre, c'est pourquoi nous faisons moins l'amour et comment réenchanter nos ébats. Alors, vous donnez tout un tas de conseils qui sont des conseils très pratiques. On va pas pouvoir tous les décrire, mais il y en a un sur lequel quand même j'aimerais qu'on s'attarde, c'est celui qui concerne les couples qui vivent potentiellement ensemble. Pour mieux faire l'amour, il faut faire le ménage. Non mais c'est littéralement ce qui est écrit, donc oui, j'assume. Pourquoi, comment, quel rapport avec la sexualité ? Alors effectivement, donc ça provient d'une étude qui a été faite aux États-Unis, qui montre que les couples où il y a une meilleure répartition des tâches ménagères, il y a une plus grande satisfaction sexuelle. Pourquoi ? Donc, premier conseil, messieurs, mesdames, partagez les tâches ménagères. Et sachant que les tâches ménagères sont encore assumées à 80% par les femmes aujourd'hui en France. Oui, pardon, ça me paraissait évident. Non, mais il faut quand même le rappeler, c'est aussi, ça concerne quand même beaucoup les hommes, cette affaire. Parce qu'effectivement, si on reprend le fil de ce qu'on s'est dit, les hommes ont la sexualité comme faisant partie de leur identité, les femmes ont appris que c'est dans le regard de l'autre. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des femmes que je reçois en consultation ne voient la sexualité, mais comme une tâche ménagère à faire. C'est un truc à faire. Parce qu'il y a une pression aussi sociale. Parce qu'il y a une pression, qu'elles ont lu je ne sais où, qu'un couple était heureux s'il faisait l'amour une fois par semaine et pas mais pourquoi pas 3 et pourquoi pas 0, enfin bref, qui a dit que 1, voilà. Et donc du coup, vu qu'elles ont lu et qu'on leur répète à longueur de temps que le sexe c'est le ciment du couple, blablabla, en fait, elles se le mettent comme étant une chose à faire. Sauf qu'il faut savoir que quand une femme travaille ou qu'elle ne travaille pas, peu importe, mais elle va avoir sa journée. Ensuite, si elle a des enfants, elle va devoir s'en occuper, le tunnel du 18-20 heures. Et qu'ensuite, elle va se potentiellement coucher ses enfants, ils vont pas s'endormir tout de suite, on arrive à 21 heures. Et qu'en fait, généralement, il lui reste une fenêtre de 1 ou 2 heures pour prendre soin d'elle, mais elle veut prendre soin d'elle. Je le disais tout à l'heure, le désir, non, je l'ai pas dit, mais avant de désirer l'autre, il faut être capable de se désirer soi. Donc, forcément, elle a donné tout à tout le monde, à son employeur, à ses gosses, à sa vie. Et donc, en fait, elle a 2 heures pour elle, et elle va les prendre pour elle. Et là, généralement, il y a, sans compter la fatigue de la journée, il y a monsieur qui arrive tout tranquillement, qui ne s'est pas occupé des enfants, qui a son journée de travail, certes, et qui, au moment de se coucher, va quémander. On est vraiment dans la quémande parfois. Ça, c'est ce que vous voyez, vous. Oui. Ah, mais ça, c'est cas classique. Un rapport sexuel, et puis ils vont venir me voir en disant qu'ils ne sont pas satisfaits parce qu'elle ne comprend pas qu'il a des besoins auxquels il faut y répondre. Là, on a le package total, sans manquer de respect à mes patients, mais c'est quelque chose d'assez stéréotype, mais qui est vrai. Et donc, oui, mais en fait, vu qu'elle a dû s'occuper des enfants, donc c'est pas une tâche ménagère, mais ça reste une tâche familiale, elle a dû peut-être faire la vaisselle, s'occuper de tout ça avant que monsieur revienne, mais en fait, là, elle a juste envie de prendre soin d'elle. Et prendre soin d'elle, en fait, la sexualité avec l'autre, c'est encore donner quelque chose à l'autre. Donc, et on le voit, le meilleur exemple, les vacances. Pourquoi les gens ont plus de rapports sexuels pendant les vacances ? Ça, c'est une loi universelle. Mais c'est carrément, ça se vérifie à chaque fois. Il y en a qui reviennent tous contents en me disant « Ah, bon, ça va beaucoup mieux, on est parti en 1 semaine en vacances et le désir est revenu. » Alors, je dis « Je suis désolée, pardon. » Mais en fait, c'est du bonus pour moi, ça. Alors après, ça compte pas, les rapports sexuels en vacances ? Non, parce qu'en fait, ce ne sont pas les conditions du quotidien.
C'est-à-dire, ok, en France, quand on a des enfants, on est en vacances toutes les 6 semaines, mais moi, mon objectif en tant que sexologue, c'est de transformer la routine en un rituel. C'est-à-dire, je dis, si vous avez que 1 heure le soir, on va essayer de trouver 1 heure le soir pour que vous puissiez vous reconnecter. C'est pas de leur dire d'aller dépenser une fortune dans un week-end en amoureux dans un hôtel 4 étoiles, parce qu'on sait c'est du flan en fait. Enfin, c'est très bien, mais c'est du vent. Ce n'est pas la majorité de leur vie, et ce qu'ils veulent, c'est des changements dans leur vie. C'est pas des petits moments comme ça, des petites bulles. Qui peut être sympa quand même. Non, mais qui sont très très sympas. Mais en fait, mon point, c'est surtout de dire, durant les vacances, en fait, on est moins stressé, qu'on parte en maison de vacances ou qu'on ait la chance d'être dans des clubs. Il y a pas mal de tâches du quotidien qui sont quand même allégées. On a plus de temps, on est en famille, on partage plus de moments à deux. En fait, on fait plus d'amour, on a plus de désir, parce que le désir, il a une autoroute pour s'exprimer. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire pour réorganiser ça? C'est simplement, par exemple, que vous conseillez aux couples de mieux répartir la tâche ménagère? Alors oui, mais de manière générale, il y a beaucoup de consultations qui tournent autour de la question du temps. Et en fait, je leur demande de faire l'audit de leur temps, de regarder à quoi ressemble leur quotidien, de se poser à deux, l'un comme l'autre, de se dire à quoi... Moi, des fois, en fait, je leur dis, bon, alors racontez-moi, ça se passe comment vos semaines? On me regarde en mode quoi? Et puis, vous voulez qu'on vous dise tout, genre le petit-déj et tout? Je fais, vous me racontez tout. Qui se lève, à quelle heure? Les enfants se lèvent à quelle heure? Parce que souvent, il y a des enfants. Qui s'en occupe? C'est souvent les couples avec enfants qui ont plus de problèmes sexuels? Non, non, pas spécialement. Enfin, je dirais oui, mais j'ai pas... Enfin, c'est basé sur rien, en fait. C'est-à-dire que j'ai autant de couples qui ont des enfants que de couples qui n'ont pas d'enfants en consultation. Okay. Mais il y a peut-être des prismes par le fait que je sois jeune et que du coup... Enfin, j'en sais rien. Donc, je sais pas. Mais du coup, effectivement, la question du temps, déjà, se poser, regarder le temps. Une question qui est mortelle en consultation, mais c'est combien de temps de qualité vous passez ensemble par semaine? Ça tue, ça. Vous dites qu'il faut se désirer soi-même. Oui. Comment est-ce qu'on fait et en quoi est-ce que ça peut améliorer la sexualité à deux? Eh bien, en fait, pour qu'il y ait... en fait, la sexualité, ça reste quand même une rencontre avec l'autre, dans des circonstances souvent nues, on va pas se mentir. Et donc, pour qu'il y ait cette intimité physique, il faut qu'il y ait une intimité psychique, mais avant ça, il faut que soi-même, on se sente bien avec soi. Il faut qu'on se sente bien dans son corps. Peu importe ce que bien dans son corps veut dire. Il faut qu'on n'ait pas l'impression d'être noyé et justement d'être dans cette réponse aux autres, réponse à son patron, à sa patronne, à ses engagements, à ceci, etc. En fait, il faut qu'on ait l'impression de se sentir vivant. Et c'est ça la libido, c'est se sentir vivant. C'est prendre du temps pour soi, avoir du temps de se sentir en tant que femme ou en tant qu'homme. Et comment est-ce qu'on fait? Matériellement, les gens qui nous regardent, ils veulent se désirer plus. Et en fait, ils se disent, même question sur le temps, en fait, sur une semaine ou sur un mois, qu'est-ce que je fais où je prends soin de moi? Qu'est-ce qui me fait me sentir vivante? Qu'est-ce qui me rend heureux? Et est-ce que là, il n'y a pas quand même une question de classe? Je ne veux pas tout ramener à l'économie, mais quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens, et on le sait, les classes les plus précaires de la population n'ont pas ce temps. Évidemment. Il y a une étude qui avait montré qu'effectivement, que plus les personnes gagnent de l'argent, plus elles ont du temps. Et plus la sexualité a une place importante dans leur vie. Ah oui? Ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que plus... Donc les riches font plus l'amour que les pauvres. Ouais, en plus. Non, mais oui. Décidément. Alors, celle-là, je ne l'avais pas encore. Non, mais je vous l'enverrai si vous voulez. Mais oui, je crois que c'était au-dessus de 4 000 €, un truc comme ça. Enfin, bref, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais en tout cas, ça a été prouvé que oui, plus on a de l'argent, et donc plus la sexualité a une place dans notre vie, parce que plus on a la place pour le faire. Quand, en fait, on peut tout déléguer, les courses, le ménage, la sortie scolaire, les enfants, on a du temps. On a du temps pour prendre soin de soi, on a du temps pour soin de l'autre. Enfin, quand on a de l'argent pour se payer un resto et donc une babysitter pour s'occuper des enfants, c'est pas la majorité des Françaises et des Français, en fait. Et c'est pour ça que moi, mon objectif, et l'objectif avec la Malbaise, c'est pas de faire appel à ces espèces c'est pas des subterfuges, mais ces espèces de poudres-là, on va pas le paraphraser l'autre, ces espèces de poudres magiques, de leur dire, mais faites-vous un week-end en amoureux, parce qu'effectivement, comme vous le dites, il y a une question de classe. Moi, mon objectif, c'est que dans le quotidien, sans dépenser un rond, peut-être à part pour le livre, en fait, on puisse mettre en place des choses concrètes, faciles, pour transformer la routine en rituel. Et alors, vous dites que pour ça, il faut notamment découvrir ce qui nous fait réellement plaisir. Ouais. Alors, déjà, je pense que la première réaction de beaucoup de gens, ce serait moi, je sais ce qui me fait plaisir. Et vous dites que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que la majorité des gens ne savent pas ce qu'ils aiment réellement. Généralement, on dit, cette espèce d'état de mode, d'accord, je sais pas. Exemple tout bête, que je détaille, mais c'est déjà, on a 5 sens. Enfin,
si on est valide, on a la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. Et donc, en fait, pour savoir ce qui nous fait plaisir, il faut partir sur ces 5 sens. Je parle en matière de sexualité. La vue, est-ce que c'est de regarder des films érotiques pas sur les grosses plateformes, s'il vous plaît. Est-ce que c'est le fait de voir son partenaire nu ou sa partenaire? Est-ce que c'est le fait de prendre des photos nues? J'ai beaucoup de couples qui se redécouvrent à travers la photographie, le dessin, enfin, à la Titanic. À la Titanic. Le mec dans Titanic, là, je sais plus. Draw me like one of your French girls. Jack, I want you to draw me like one of your French girls. Voilà, c'est ça. Ça va se terminer en Pictionary, le truc. Pas du tout l'effet escompté. Après, il y a Louis. Alors, les podcasts érotiques, j'en cite quelques-uns. Vox, Bliss Hot Stories, enfin, peu importe, Fantasy, enfin, tous. Voilà, en fait, il y en a, effectivement, surtout chez les femmes, la vision de la sexualité peut être assez violente dans la pornographie, parce que forcément, les femmes sont un peu mises en morceaux de jambon, donc c'est pas très agréable à se voir comme ça. Et par contre, dans le podcast érotique, vu qu'il n'y a pas d'image, il y a l'imaginaire qui fait le taf. Et ça, c'est très cool. Donc, comment on fait pour savoir ce qu'on aime? On explore les 5 sens. On essaie. Qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? En fait, il ne faut pas se mettre la pression. Il faut voir ça comme un jeu, comme une espèce de Dora l'exploratrice, mais en terrain du cul, quoi. Désolée, Salomé. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que moi, dans mon cabinet, il y a du jeune de partout. C'est-à-dire, moi, je leur dis, éclatez-vous, allez, regardez des films érotiques, lisez de la bande dessinée érotique, lisez 50 Shades, si c'est votre cam, on s'en fiche, pas de jugement. C'est vraiment d'aller explorer, si on ne connaît rien, de tester les supports et de voir ce qui nous fait plaisir. Et alors pour les hommes, vous dites, parce qu'on a beaucoup parlé du désir féminin, pour les hommes, vous dites qu'il faut en finir avec la dictature de la performance, qui l'air de rien prend beaucoup de place. Vous le voyez avec vos patients, c'est des hommes qui se mettent une pression énorme. C'est quoi la performance masculine? En fait, ce qui est assez fou, c'est qu'aujourd'hui, dans mes consultations à l'heure actuelle, j'ai plus d'hommes que de femmes en consultation. Ah bon? Ouais, c'est hyper marrant. Enfin, pourtant, Dieu sait. Donc les hommes, ils veulent quoi? En fait, c'est hyper intéressant, c'est que j'ai plus d'hommes en consultation et que je suis très souvent la première porte d'entrée à la santé mentale. C'est-à-dire que vu que il y a quelque chose, alors une fois qu'on a isolé les causes médicales, ça c'est hyper important parce qu'une trouble érectile ou de l'éjaculation précoce, ça peut cacher, notamment la trouble érectile, un problème cardiaque. Moi je leur dis toujours, allez checker avec un urologue et une fois que c'est fait, vous revenez me voir. Bref, une fois qu'ils ont passé ce passage-là, je suis souvent la première porte de la santé mentale parce qu'en fait, vu qu'il y a quelque chose de psychologique qui a des impacts physiques, ça les gêne. Et donc là, ils sont obligés d'aller voir une sexologue parce que, en fait, physiquement, il y a un truc qui se passe pas. Sachant que, de manière générale, les hommes vont moins voir des professionnels de la santé mentale que les femmes, exactement. On le rappelle, toutes les statistiques le montrent. Mais par contre, ils le font parce que ça leur touche physiquement. Et donc, pour revenir sur la question de la performance, parce qu'on y revient, mais parce que la pénétration est présentée comme le nec plus ultra de la sexualité, du coup, sur les troubles érectiles, c'est compliqué, sur l'éjaculation précoce, c'est compliqué, et sur l'anéjaculation, c'est compliqué. Donc, en fait, il y a aussi tout ce travail à faire qui est plus dur. Mais parfois, il faut pas être, ça peut être assez surprenant, mais parfois, eux sont prêts à faire ce travail-là, mais leurs partenaires féminines n'ont pas envie. Parce qu'elles se disent que la pénétration, c'est la seule façon de faire vraiment l'amour. Et donc ça, c'est vraiment le cliché que vous combattez. Ça, c'est un vrai problème pour l'ensemble de la société. Ah oui, non, mais c'est catastrophique. Ensuite, vous parlez du consentement. Ouais. Encore une fois, ça prend de plus en plus de place. Et il y a souvent cette idée, et on l'a beaucoup retrouvée dans des interventions même de télé, ou des personnes qui disaient « Non, mais on va pas signer un formulaire avant d'avoir un rapport sexuel. Aujourd'hui, le consentement, ça va trop loin. Les hommes ont peur. » Non, mais je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent ça, ou que ça rend le truc moins animal, moins spontané, moins sexy. Il y a des personnes qui pensent ça. Vous dites au contraire qu'il faut rendre le consentement sexy et c'est possible. Comment est-ce qu'on fait ? Déjà, le consentement, et oui, je suis d'accord avec vous, quand je parle de consentement en consultation, on me regarde en mode, ça va me faire son laïus féministe, là. Bon, d'un côté, tu sais où tu venais. Hein. Non, mais c'est vrai que ça a été une réaction de beaucoup de gens, quand les féministes ont commencé à parler de cette nécessité de le mettre au centre du rapport. Oui, et en fait, moi, effectivement, je dis que le consentement, c'est minute par minute et millimètre par millimètre. Bon, ça, on le redit. Mais on peut le faire. Donc, ça veut dire qu'à chaque étape, on demande, on s'assure que son ou sa partenaire est d'accord avec ce qui est en train de se passer. C'est pas juste au tout début, c'est tout au long du rapport sexuel. Tout au long du repas. Et comment on fait en sorte que ce soit pas trop envahissant et surtout que ça casse pas le désir? Déjà, il y a une question de fond et de forme. Il y a la façon de demander. Bon, déjà, avant toute chose, c'est des conversations qu'il peut y avoir dans le couple. Est-ce qu'il y a des zones sur lesquelles je peux te toucher ou pas te toucher, même avec son plan cul, hein. Est-ce que, ou alors, si on a les ovaires, de le dire. Mais c'est pareil, ça responsabilise encore les femmes, mais les deux doivent se sentir de dire, est-ce que je peux te toucher à certaines parties de ton corps, ou est-ce que il y a des
endroits que tu veux pas. Pardon, mais quand on va se faire masser dans les instituts, pas dans les trucs glauques, généralement, en fait, les masseuses demandent est-ce qu'il y a des endroits que vous préférez éviter. Ça ne retire en rien l'expérience du massage. Et donc, au préalable, idéalement, demander à son ou sa partenaire, mais même quelqu'un avec qui on est depuis 10 ans, est-ce qu'il y a des endroits que tu es le plus à l'aise ou tu n'as pas très envie que je te touche. Et puis, lors du rapport sexuel, alors moi je dis de façon un peu ironique de dresser un peu une cartographie du corps, c'est-à-dire de s'amuser et de passer un doigt, d'utiliser le toucher, tout autour du corps et de toucher la personne, son ou sa partenaire, et de dire qu'est-ce que tu ressens quand je fais ça, est-ce que tu aimes, etc. Il y en a qui vont dire les pieds, non, machin, ou alors il va y avoir des mouvements du corps, des mouvements de recul ou on se tend. Et puis aussi, lors du rapport sexuel, on peut dire avec une voix très suave, je vais pas la faire, je n'ai pas de voix très suave, mais de dire, tiens, j'ai très envie de te faire un cunilingus, et j'ai très envie de te faire une fellation. Vous dites nommer les choses, dire. Ouais. C'est très important parce que parfois on a du mal, on a l'impression là encore que parler, nommer, ça va casser alors la que spontanéité et on revient à cette idée que le désir serait quelque chose d'hyper animal et du coup qui empêche en fait tout cet apprentissage-là et ce dialogue-là. Ce qui est très drôle, c'est que moi on me raconte que j'ai souvent des patients. Donc, ils ont un espace où ils viennent parler en consultation pendant 1 heure. Du coup, ensuite, ils continuent la conversation. Et après, généralement, ils font l'amour. Ils me disent « Ah, mais c'est formidable, on devrait se voir toutes les semaines. » Mais parce que pourquoi ? Parce qu'ils ont parlé. Parce qu'ils ont parlé. Et que parler de sexualité, c'est comme les Français qui parlent de nourriture lorsqu'ils mangent un plat. Ça rend le truc encore plus appétissant. Donc, parler de sexualité, dire « Je meurs d'envie de te faire un cuni, de te faire une fellation, j'ai très envie de te caresser. » Pardon, mais... C'est pas en mode je te fais signer le formulaire BA12 à la fin, enfin voilà. Le consentement, c'est demander à l'autre l'accès de pouvoir le toucher et de pouvoir faire des choses sur lui. Mais en fait, moi, ça me tue que ça soit même pas un... Enfin, même le fait de le dire à voix haute, ça me tue que ça soit même pas un prérequis, quoi. Il y a la question de la fréquence du rapport sexuel. Il y avait eu un buzz il y a quelques temps autour du fait qu'il y avait une sexologue qui était allée dans l'émission de Thibaut InShape et qui avait dit que globalement, il fallait avoir des rapports sexuels à telle ou telle fréquence, quoi. Moi, je pense que le grand minimum, c'est 1 fois par semaine. 1 fois par semaine, ok. Mais grand minimum. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de comment faire l'amour, comment mieux faire l'amour. Il y a peut-être des personnes qui n'ont plus trop envie, en fait, et on le disait à un moment avec certaines statistiques que ça dérange même pas tant que ça. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là ? Est-ce qu'il y a un temps, une fréquence ? Pas du tout. Déjà, cette personne-là, je trouve qu'elle mais c'était une énorme connerie. Moi, j'ai vu les effets de sa connerie parce que j'ai des gens qui sont venus me voir en consultation en me disant « Bidule a dit que… » Non, mais vraiment. J'étais en mode « Oh putain !» Et en plus, vu qu'elle fait figure d'autorité, oui, mais du coup, vous êtes sexologue, elle est sexologue, laquelle je dois croire ? Je vous dis, déjà, en fait, on ne doit croire personne, vous faites vous écouter. On va commencer par la base. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, non, il n'y a pas de... Moi, c'est ce que je dis en pas de fréquence. Qu'est-ce qui se passe si on a un couple depuis je sais pas combien d'années, puis juste c'est un couple qui fait plus l'amour ? Est-ce que c'est un couple qui va mal ? Bah non, mais si les deux, ça leur va bien. En fait, moi, quand les gens viennent en consultation, c'est parce qu'il y a une souffrance. Mais j'ai des couples qui viennent me voir parce qu'ils font l'amour 1 fois par semaine et ça leur va pas, comme j'ai des couples qui font l'amour 1 fois par an ou 1 fois par mois et ça leur va pas. Moi, mon objectif en tant que sexologue, c'est d'apaiser ces souffrances. Peu importe. Donc, si les deux sont ensemble depuis X années, même 1 mois, je m'en fous, mais ils ont une fréquence de leur rapport sexuel qui leur convient. D'ailleurs, il faut savoir que la question de la fréquence, c'est une question que je ne pose jamais en consultation. Vous ne posez jamais la question tous les combien vous faites l'amour ? Non. Vous demandez comment ça se passe ? Je demande comment ça se passe. Généralement, il y en a un des deux qui va me dire « Ouais, on fait l'amour 1 fois par semaine. » Et je leur dis, et alors ? Enfin, je dis, moi, quand vous me dites on fait l'amour 1 fois par semaine, vous me parlez de nombre, vous me parlez de chiffres, vous me parlez pas de qualitatif. Donc ça me parle pas. Pour terminer, puisque c'est quand même le principe du livre, vous dites que une sexualité réussie, c'est une sexualité qui tourne autour de PACCS, un acronyme pour dire partage, admiration, communication, confiance, sexualité. Qu'est-ce que ça veut dire mieux faire l'amour ? En d'autres mots, qu'est-ce que c'est un rapport sexuel réussi ? Alors, un rapport sexuel réussi, c'est un rapport sexuel où on ne parle pas de réussite. Plus sérieusement, effectivement, je développe un concept, le PACS, facile mais mot technique, c'est un moyen d'union aujourd'hui. En fait, le couple ne repose pas sur la sexualité. Le couple repose sur ces fameux 5 piliers, le partage, l'admiration, la communication, la confiance et la sexualité. Un couple qui est établi, c'est-à-dire pas un plan cul, qu'on se le dise, pour moi, la sexualité, ça va être un peu la prolongation du discours. Quand il y a une souffrance, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation, ça va se ressentir en matière de sexualité. Et ça ne va pas se ressentir par une baisse des fréquences, une baisse de fréquence des rapports, ça va se ressentir par moins de désir ou quelque chose qui ne se fait pas. Les 5 piliers du couple, donc c'est le partage.
Le partage des tâches ménagères, le partage d'un projet, le partage au quotidien. Tiens, j'ai vu une expo, ça m'a fait penser à toi. Je sais pas, j'ai entendu cette chanson, ça m'a fait penser à toi. C'est des trucs tout bêtes, hein, mais la séduction, c'est un vrai sujet. L'admiration. On doit admirer l'autre, encore une fois. Enfin, on doit. Pas d'injonction, mais l'admiration est important parce que le désir se nourrit de l'admiration. Preuve en est, on pourrait même tirer cette idée vers les gens qui sont en prison, qui ont tué des gens et qui reçoivent des dizaines de milliers de lettres, comme Mona Chollet l'avait dit. Mais c'est ça, c'est le désir se nourrit de l'admiration. Donc, admirer son ou sa partenaire pour ses engagements militants, pour son travail, pour ses valeurs, pour sa vision. Enfin voilà, ça c'est important. La communication. On l'a déjà dit, mais c'est hyper important. La confiance. Et la confiance, c'est pas que cette histoire de tromper, pas tromper. Il faut sortir de cette binarité nourrie. Oui, j'avais une des questions sur le fait d'inclure une troisième personne ou une quatrième. Encore une fois, tant que c'est fait, et qu'en fait, ouvrir l'ouverture du couple, tant que c'est fait pas pour pallier à quelque chose, enfin, ça peut être très bien. Enfin, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que chacun fait comme il le veut, tant que tout le monde est consentant. Et voilà, on y revient. C'est-à-dire que moi, ce que je déplore, c'est que beaucoup de personnes vont penser à aller dans des clubs échangistes ou à inclure une troisième personne pour combler quelque chose et soigner quelque chose de la relation. J'ai des consoeurs qui sont bien plus expertes que moi sur les questions d'ouverture de la relation, du polyamour. Et encore une fois, mais on sait toutes et tous en sexo que si on fait quelque chose pour combler, c'est qu'il y a un truc qui est pourri à la base, quoi. Par contre, l'ouverture de la relation, si toutes les personnes le font en consentement, pas pour pallier quelque chose, mais juste par presque philosophie, je pense que le polyamour, c'est un autre sujet, mais c'est plus une philosophie de vie. Enfin, ça demande une sacrée regard, en tout cas. Il n'y a pas de souci, de toute façon. Et le dernier, c'est la sexualité. Et le dernier, c'est la sexualité, qui, finalement, ne va être ni plus ni moins que la résultante de tout ça. Et alors, c'est quoi un rapport réussi? Un rapport qui serait idéal? C'est un rapport où il y a du consentement, où on a parlé? Ouais, un rapport... Où il n'y a pas de modèle? Il n'y a pas de modèle, mais il y a des ingrédients, quoi. C'est du consentement, c'est du plaisir, et du plaisir, prendre son plaisir, penser à son plaisir et penser au plaisir de l'autre. Voilà. Mais par exemple, enfin... J'en ai aussi beaucoup, et ça je le dis, c'est que qui disent bah tiens, je viens de lui faire une fellation, du coup je vais lui faire un cunilingus. Bah non, enfin si on n'est pas dans cette donnant-donnant, et donner du plaisir à l'autre, ça passe pas spécialement par un acte, ça passe par de l'attention, ça passe par des caresses, des mots, un toucher. Donc oui, un rapport sexuel réussi, si on doit le définir comme ça, c'est un rapport sexuel où il y a du consentement et il y a du plaisir. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Margot Théroux, d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Je rappelle que votre livre, La Malbaise, est disponible aux éditions Payot. Merci beaucoup, Salomé. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu. On n'avait pas encore vraiment traité de ce type de problématique à Blast jusqu'à présent. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous aimeriez que nous puissions en faire sur d'autres thèmes, par exemple sur la sexualité queer, des thèmes qui n'ont pas été abordés aujourd'hui. D'ici là, comme toujours, vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez partager cette vidéo si elle vous a plu. Et bien sûr, vous pouvez nous soutenir financièrement sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt. Ah, et j'allais oublier, comme je réalise principalement des émissions économiques et politiques ici dans notre média à Blast, je vous cache pas que parler de ça était inhabituel et a donné lieu à des échanges qui nous ont bien fait rire au montage. Alors en bonus, en voici quelques petits extraits. Bon là, on a dressé un état des lieux qui est celui du titre de votre livre, c'est la malbaise. C'est le fait qu'aujourd'hui, on pourrait collectivement, chacun notre coin, mais je la refais. Manifestation sur la place de la République. La République, d'ailleurs, qu'on a renommée. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a 94% des femmes qui ne jouissent pas par pénétration vaginale. Donc, pardon, mais pourquoi on se fait chier? Cet entretien dégénère. Désolée, Salomé. C'est la sexualité. Tu veux qu'on parle économie? On peut pas. Non, c'est bon. Bah, il y a plein d'économistes dans le placard, là. Qu'est-ce que c'est que bien faire l'amour? Puisqu'encore une fois, c'était un peu le titre. Je vais le refaire parce que... je m'étouffe. Il y a une chatte dans la gorge. Voilà. Elle est insupportable. Du coup, j'ai envie de me marrer. Putain, je suis un enfant. Allez hop, je reprends.